C'est bon. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation concernant donc une audition sur une discussion sur cette PPL. Pour deux au moins d'entre vous, nous nous sommes déjà rencontrés, nous en avions déjà parlé lors de nos précédentes rencontres. Là, nous sommes sur des auditions officielles pour le dépôt définitif de la version définitive de notre proposition de loi. Alors, lors de notre dernière rencontre, nous avions pensé peut-être, pour pouvoir abonder le fonds de création que nous voulons créer, puisque je vous rappelle, cette PPL a pour objet l'institution d'un fonds de soutien à la création. Nous avions songé pour abonder ce fonds à prendre des subsides au travers d'une taxe sur la période de 15 à 70 ans. Nous avons consulté et il apparaît que un grand nombre d'artistes n'étaient pas d'accord. Et comme chez nous, dans notre mouvement, lorsqu'on pose des propositions de loi, on le fait pour les gens, pas contre les gens. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons révisé notre position et décidé d'abonder ce fonds avec une taxe de 1%, rien n'est définitif, mais de 1% sur les opérations lucratives, exclusivement lucratives, de diffusion d'œuvres dans la période passée 70 ans, qui correspondrait à celui que nous disons maintenant domaine public. Donc, ça veut dire que nous ne touchons plus à la période de 0 à 70 ans après la mort. Ce qui devrait convenir à l'un d'entre vous avec qui nous avions eu une discussion et vous nous avez expliqué que cette période était un petit peu dangereuse pour les droits. Alors, oui, nous préférons ceci dans le sens où on a là une assiette qui est finalement énorme, même avec un tout petit tout, même sur le bénéfice, puisqu'on est à 70 ans après la mort. Donc ça permet de garantir quelque part le financement de droits, puisque l'idée de la proposition de loi, c'est de créer un droit, et ce droit, c'est un droit de soutien à la création, donc des subsides que les artistes créateurs peuvent prétendre toucher tout au long de leur vie, suivant des modalités bien entendu. Hein. C'est pas non plus, c'est pas du fonctionnariat, ce sont des subsides qui sont proposés pour accompagner la création, les périodes de création. Voilà. En gros, ce que nous avions calculé, c'est que on pourrait financer pendant 90 jours quelqu'un la première année, 90 la seconde, 90 la troisième, et sur cette période triennale, on pourrait cumuler. C'est-à-dire qu'il y a des créations qui sont plus grandes que 3 mois, qui durent peut-être 6 mois ou 9 mois, donc sur les 3 ans, on pourrait cumuler jusqu'à 270 jours, et au bout de la troisième année, on remettrait à zéro. Ceci n'est pas dans la loi, mais c'est une indication. Voilà. Pour y prétendre, il y a une aide à la première création qui est proposée, et puis derrière, à partir du moment où les gens cotisent dans les différentes caisses, notamment à GESA ou autres, pendant 3 ans, ils peuvent prétendre aux droits que nous instaurons. Voilà en gros comment s'articule notre proposition de loi. Avant vous, il y avait des artistes qui ont été auditionnés. Après vous, il y aura encore des artistes qui seront auditionnés. Pour l'instant, tous les artistes sont favorables à ce que nous faisons. Nous avons rencontré d'autres casques. Alors hier, c'était comment? J'arrive jamais à dire ce nom. C'est ADHGP, ouais. C'est pas facile. ADHGP, ça sème, c'est facile. ADHGP, c'est très très dur. Et donc, elle reconnaît
le bien fondé de la chose parce qu'il n'intervient pas sur le droit d'auteur. C'est quelque chose qui est différent du droit d'auteur, qui est parallèle au droit d'auteur, puisqu'on est indicé sur les bénéfices et non pas sur le chiffre d'affaires. Voilà. Voilà en gros l'objet de la proposition de loi. Et donc je vais, parce que nous filmons un tout petit peu, vous laisser vous présenter et nous allons échanger à bâton rompu, comme on dit, sur cette proposition-là. Donc, je vous demanderai de bien exprimer vos critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Les positives seront très bienvenues. Bien sûr, toutes seront très bienvenues, bien entendu. Voilà. Je vais commencer par vous, madame, si vous voulez bien. Je vous donne la parole. Vous avez parlé dans le micro ? Oui, s'il vous plaît, parce que... Oui, bonjour. Alors, je suis Juliette Poiret. Je suis chargée de mission à la direction des affaires institutionnelles de la SACEM. Alors, monsieur. Donc, David Elseyek, secrétaire général de la SACEM. Je vais d'abord un peu exposer, puis je laisserai Juliette et éventuellement Blaise compléter le propos pour faire plus simple, parce qu'on s'est quand même concerté en interne avant de vous répondre. Alors déjà, merci pour cette invitation. Suite au premier entretien que nous avons eu lorsque vous étiez en pleine période de réflexion sur cette proposition de loi, je dirais que le premier constat, c'est que le changement d'optique est le bienvenu. Parce que comme vous le rappelez très justement, taxer des œuvres encore protégées impliquait deux choses. Déjà, priver des titulaires de droit, des héritiers certes, d'une partie de leur rémunération. Et par ailleurs, et on l'avait souligné, aurait pu provoquer un exode de titulaires de droit se plaçant chez d'autres sociétés de gestion collective, notamment étrangères, afin d'échapper à une éventuelle taxe. Donc on avait vraiment, nous, une grande frayeur sur l'effet induit d'une taxe qui ne s'appliquerait qu'à des ayants droit, des héritiers localisés en France, avec le risque, comme souvent en matière fiscale, de délocalisation, qui est très simple pour les auteurs de la musique. Nous souffrons parfois de ces risques de délocalisation, et on vient d'avoir un grand compositeur qui vient de décéder, Michel Legrand. Il faut savoir que Michel Legrand, depuis plus d'1 an, avait quitté la SACEM, non pas parce qu'il était mécontent des services de la SACEM, il était allé à la Suiza, c'est-à-dire la SACEM suisse, pour des raisons qu'on peut comprendre, enfin, qui ne m'appartient pas de juger, mais des raisons fiscales. Donc, ce n'est pas du tout une hypothèse d'école de grands ayants droit qui quittent la SACEM, quand bien même ils sont très satisfaits de la prestation de services de la SACEM pour des raisons autres, notamment fiscales. Après, il y a d'autres raisons, des choix de vie aussi, qui ne m'appartient absolument pas de juger. Donc, ce changement d'optique et le prélèvement qui n'a plus lieu sur les œuvres protégées, c'est déjà une très bonne chose, parce que sinon, ça aurait eu un effet dévastateur sur la consistance de notre répertoire et un risque de délocalisation. Mais moi, j'ai rien contre ce prélèvement sur le domaine public. J'ai plusieurs questions. Déjà, quand je regarde l'article 1er de la proposition de loi, j'observe que les disciplines visées sont les arts plastiques, graphiques, visuels, arts cinématographiques, audiovisuels et photographiques, littérature et illustration. Et la musique est absente de la liste. Donc j'ai une question, est-ce que c'est un oubli volontaire, pas volontaire? Donc, voilà, ça c'est un point, parce qu'on a aussi des créateurs qui sont dans le besoin dans la musique, et on a aussi des œuvres qui tombent dans le domaine public, dans le secteur musical. Alors ça n'est pas que la musique, mais elle est quand même principalement des œuvres musicales, donc c'est une vraie question. Ma deuxième observation, mais vous y avez répondu en partie, c'est l'objectif du dispositif d'aide. Si j'ai bien compris, c'est l'aide à la première création et puis un peu la reprise de carrière dans une durée limitée. Oui, ou le droit. D'accord. C'est la... Pardon, excusez-moi, juste... Ouais. Ah, d'accord. C'est juste oui, l'aide à la première création, mais aussi la création d'un droit. D'un droit, au moment où les gens ont cotisé 3 ans dans une caisse, ils peuvent prétendre à ce droit.
Bon, très très vite, je vais répondre sur les disciplines. Vous êtes donc, dans toutes les auditions, on a eu cette remarque. Et vous avez raison. Donc en fait, on va changer les choses. On va faire un amendement. Et on va le faire, effectivement, où on va citer, et si la musique n'est pas citée, bien sûr, c'est une erreur. Si c'est cité comme ça, alors on est déjà, là par exemple, on n'a pas mis tous, puisqu'on a cité quelques secteurs, on a fait des exclusions parce qu'on n'a pas cité les autres. Donc à partir de ce moment-là, nous allons faire un amendement de manière à citer tous les secteurs, et la musique y compris, et préciser aussi d'autres secteurs, notamment le théâtre, la danse, le théâtre d'ailleurs avec la SACD fait partie aussi de votre champ d'intervention. Et donc voilà, ça c'est effectivement quelque chose que nous allons changer. Et pour me permettre de mieux comprendre, en fait, c'est une aide qui va à la personne ou c'est une aide qui va au projet artistique? Très bonne question, elle va à la personne, pas au projet. Par contre, la taxation, elle, derrière, elle est à l'œuvre. Et en fait, c'est ce que voulait quelque part Victor Hugo et quelques autres grands noms, c'est que les œuvres des artistes disparus, le produit de ces œuvres profite aux artistes vivants. Voilà. Et donc, dans le sens de la recette, c'est sur l'œuvre, et dans le sens de l'aide, quelque part, c'est sur l'individu, c'est sur le créateur. Voilà. J'ai d'autres questions sur l'article 3 et sur le champ de la taxe. Déjà, j'ai bien compris que vous êtes très clair, c'est sur les bénéfices et pas sur le chiffre d'affaires. Mais quels critères utilisez-vous, ou ça sera peut-être précisé dans le décret, pour distinguer une utilisation commerciale et à but lucratif? Est-ce que ça recoupe deux notions différentes ou c'est la même notion? Et quels critères? Parce que vous pouvez, par exemple, avoir accès à des œuvres, dans le domaine public ou pas, qui sont payantes, moyennant rémunération, mais l'exploitation n'est peut-être pas forcément un but lucratif, parce que c'est une association qui entreprend cette exploitation et qui cherche simplement à rentrer dans ses frais, qui ne cherche pas à réaliser des bénéfices. Donc, est-ce que c'est par rapport à l'entité qui exploiterait les œuvres tombées dans le domaine public, en fait, ça ne s'appliquerait qu'aux sociétés commerciales et pas aux associations, sachant qu'il peut quand même aussi avoir, une association peut avoir des bénéfices, enfin peut produire du résultat. Donc voilà, je voulais comprendre, à votre sens, puisque vous êtes l'auteur de la proposition de loi, ce que vous entendez très précisément par utilisation commerciale et à but lucratif. Bien. Merci. Là aussi, merci, c'est un autre amendement que nous allons poser. Il y a des exceptions à ceci qui n'ont pas été signifiées dans le texte et nous devons signifier. La première exception, c'est sur l'éducation. Il peut y avoir des manuels scolaires qui reprennent des morceaux de texte, et donc là, il y aura une exception faite, qui existe déjà. On pensait que le fait qu'elle existe déjà nous permettait de ne pas avoir à réitérer cette exception. Finalement, je crois qu'il le faut. Il faut réitérer cette exception là, et aussi pour l'activité journalistique, bien entendu. Quant aux associations, si ce sont des associations d'utilité publique, et qu'il y a effectivement un champ qui est non lucratif, à partir de ce moment-là, il n'y a aucun problème. Après, vous avez raison, il y a des associations qui fonctionnent et qui font des bénéfices. J'étais personnellement président d'une association qui gérait un festival de théâtre. Eh bien, lorsque nous avions un solde positif, après avoir payé tout le monde, notamment la SACD, là, sur des créations, les lois actuelles sont en dé, puis sur notre proposition, nous aurions eu à payer 1%. Mais si vous prenez une petite troupe de théâtre qui fait 5 000 € de bénéfices, tout frais déduits, pour une petite troupe de théâtre, c'est pas mal, elle aurait donc à payer 50 €. Ce qui, à mon avis, si elle fait 5 000 € de bénéfices, donc ce qui, à mon avis, voilà, n'obérerait pas ses comptes.
Par contre, sur de très grosses entités commerciales, ça devient intéressant. Quand on parle de millions d'euros, 1%, ça devient intéressant. Donc, quand on regarde le champ d'application de ceci, c'est de 70 ans jusqu'à X années après la mort, l'assiette est très grande. Et bien entendu, donc je le répète, il y aura des exceptions. Voilà. Et à partir du moment où une association, non, si c'est une association à but non lucratif, elle doit essayer de rétablir ses comptes à la fin à zéro. Si elle ne le fait pas, voilà. À moins elle ait quelque part des bilans négatifs avant, des rattrapages de bilans, des choses comme ça, enfin bon, suivant le loi. Si elle ne le fait pas, effectivement, elle rentre dans une activité lucrative, mais pareil pour un nom propre. Si quelqu'un aujourd'hui prend une photo qui est libre de droit sur Internet, je ne sais pas, de la Tour Eiffel, en fait des cartes postales, voilà. À partir de ce moment-là, il a donc une activité lucrative de quelque chose qui est tombé dans le domaine public, et bien il tombe sur le coup du 1%. Quoi. Et en plus, à mon avis, il ne tombera pas que sur ce coup-là. Il y aura quelque chose d'autre sur l'État qui lui signifiera d'autres choses. Bon, voilà en gros les exceptions. Et ben, par contre, il y a redondance entre commercial et lucrative, et quand on écrit commercial et lucrative, on nous a dit ça hier aussi, c'est qu'effectivement, on pouvait se dire qu'il y avait une action commerciale non lucrative. Alors, on va enlever sur nom commercial et mettre lucrative, que lucrative, comme ça au moins les choses seront claires. C'est-à-dire que s'il y a une activité lucrative, ça tombera sur le coup de cette taxe de 1%. Voilà. J'ai enfin une autre question, c'est que le périmètre de la taxe vise les œuvres tombées dans le domaine public. Donc ça c'est assez clair. Mais quid des objets protégés par des droits voisins qui eux aussi ont un domaine public, différent du droit d'auteur. Vous le savez, quand vous faites un disque du commerce, le disque est protégé 70 ans, mais non pas à compter de la mort de l'artiste-interprète, mais à compter de sa première fixation. Quand il s'agit d'un enregistrement audiovisuel, le producteur de cet enregistrement audiovisuel, film, documentaire, peu importe, hein, ça peut être même un film d'entreprise, dispose d'un droit voisin, idem pour les chaînes de télévision, qui lui est de 50 ans à compter de la fixation du support audiovisuel. Donc, souhaitez-vous élargir la taxe à des enregistrements qui sont tombés dans le domaine public, mais qui concernent des œuvres qui ne sont pas entrées dans le domaine public? Pour un exemple très concret, si vous prenez un enregistrement des années 50 ou 40, il peut être dans le domaine public en matière de droit voisin, parce qu'on est bien après 70 ans de la fixation, et en plus, la loi sur les 70 ans ne s'applique que pour les gens aux enregistrements postérieurs à 63. Avant 63, c'est 50 ans, donc ils sont tous dans le domaine public. Mais il peut incorporer des œuvres qui, elles, sont encore protégées parce que les auteurs sont morts, ou pas encore, morts, ou morts bien après la date de première fixation. Bon, est-ce que c'est un critère, est-ce que vous vous rattachez qu'au critère de l'œuvre? Bon, c'est clair, mais ça joue sur le périmètre du rendement de la taxe, ou est-ce que vous prendrez en considération ou pas le critère droit voisin, domaine public, droit voisin? Nous prendrons en considération le domaine public à partir du moment où l'œuvre tombe dans le domaine public, droit voisin ou autre droit. Donc c'est-à-dire que si à un moment donné le droit voisin est tombé dans le domaine public et pas l'œuvre, le droit d'auteur de l'artiste par rapport à l'œuvre, là le droit s'exerce, le droit d'auteur s'exerce, nous ne touchons pas. Par contre, sur le droit voisin, oui. Voilà. Ah, mais alors il faut le marquer dans le texte, parce que je comprends votre intention, mais c'est pas ce qui est marqué dans le texte. On va peut-être le préciser. Hein. Ah ben, c'est aujourd'hui, pour moi, quand je lis l'article 3, la taxe ne se déclenche que lorsque l'œuvre, puisqu'on y a fait référence au 122.1 et 122.12, est tombée dans le domaine public, indépendamment du fait que le droit voisin soit ou non tombé dans le domaine public. Le seul critère que vous avez retenu dans votre article 3 a trait à la tombée dans le domaine public de l'œuvre. Voilà, c'est une remarque technique, mais qui est importante. Hein.
Vous avez raison, c'est une très bonne remarque. Nous allons réfléchir à ceci. Alors, peut-être que le plus simple serait de dire, alors, vu l'assiette, on n'a pas besoin de restrictions tant que ça. Vu l'assiette qui est possible, 70 ans après la mort, jusqu'à... Donc, peut-être, nous allons discuter, peut-être qu'il est suffisant de dire ce qui est dit là, et c'est d'attendre peut-être que l'œuvre soit complètement tombée dans le domaine public, peut-être, plutôt que de différencier les droits. Peut-être que c'est, à mon avis, peut-être plus simple. Dans ce cas-là, à mon avis, je pense que ce serait plus simple. Dans ce cas-là, parce que l'assiette est tellement grande que ça va, on peut faire ça. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que nous n'avons pas besoin de changer le texte. Et le texte est comme entend ce que je viens de dire là. Est-ce que vous êtes d'accord, Maxime? Oui. Parce que moi, je suis d'accord avec vous que si vous restez sur l'œuvre, vous n'avez pas besoin de changer le texte. Après, c'est à vous de savoir quel rendement vous voulez donner à la taxe, si vous avez fait des études. Ouais. Parce que par exemple, si je prends un enregistrement de Mozart actuel, je vais jouer par un orchestre, je le fixe, vous avez du droit, en droit d'auteur, c'est domaine public, mais le nouvel enregistrement, lui, il est protégé. Je n'ai pas le droit de le réutiliser au titre des droits voisins. Donc, pourquoi pas, hein. C'est vrai que la question, elle est prégnante dans le domaine de la musique, dans le domaine de l'audiovisuel, dans le domaine de la littérature ou des arts graphiques, elle ne se pose pas parce qu'il n'y a pas de droit voisin. Sur un tableau, il n'y a pas de droit voisin. Sur de l'écrit aujourd'hui, il n'y a pas de droit voisin, il risque peut-être un jour d'avoir un droit voisin sur l'écrit de la presse. Bon, je comprends votre question, c'était juste pour comprendre. En tout cas, voilà, il faut savoir quand même qu'il y a deux types de domaines publics qui coexistent et qui peuvent induire des situations très différentes. Le domaine public droit d'auteur, voilà, Mozart, le domaine public, mais vous pouvez avoir des enregistrements de Mozart qui sont protégés au titre du droit voisin. Vous avez tous les phonogrammes, comme je vous le dis, antérieurs à 63, dont la première fixation est antérieure à 160 heures en matière de droit voisin. Ils sont tous désormais dans le domaine public, mais certains restent encore protégés au titre du droit d'auteur parce que les auteurs sont morts à une période ou ne sont pas morts. Donc, bon, voilà, c'est une question, c'était juste pour comprendre, mais si vous me dites que c'est que droit d'auteur, c'est très clair, enfin le texte se suffit à lui-même, il est cohérent. Et enfin, j'ai une dernière question, est-ce que vous avez fait une première estimation de ce que ça pourrait générer? Parce que nous, on a énormément de mal à la SACEM à identifier ce que représente économiquement le domaine public, parce que quand on arrête de percevoir, donc on n'a pas forcément les chiffres. On a, depuis hier, quelques éléments. Alors, je ne les ai pas tous regardés, on va avoir quelques éléments. Nous savons, à peu près, alors c'est vraiment avec un intervalle de tolérance assez grand, les besoins, si cette proposition de loi était mise en œuvre. C'est qu'il faudrait environ à 300 millions d'euros par an. 300 millions d'euros par an, et nous faisons des comparatifs. Faisons des comparatifs, notamment les droits d'auteur en 2015. D'ailleurs, on a les droits d'auteur, et vous avez même, vous, les deux meilleurs chiffres que moi. En 2015, j'avais relevé que c'était 10 milliards. Pour l'ensemble des œuvres. Hein. Oui. Et donc, à partir de ce moment-là, nous, si on prend 10 milliards, c'était bien, c'est ça, hein? Je dis pas de bêtises. Je l'ai pas en tête là. Ah voilà, il l'a pas en tête, pas haut. Donc, nous pensons que, au bas mot, même avec la restriction qu'on vient d'évoquer sur les droits voisins, ce prélèvement pourrait générer au minimum 1 milliard. Maintenant, il peut y avoir des déperditions avec tout ce qui est donné. Alors, 300 millions, 1 milliard, si on est en dessous, disons 500 millions, et pas 1 milliard, mais 700 millions, la marge est importante. Mais vous avez tout à fait raison.
nous n'avons pas de chiffres exacts sur le domaine public parce que c'est évidemment, alors surtout en plus avec le numérique, où là, pour essayer de mesurer ce qui se passe sur le numérique, sur le domaine public, celui qui peut me le dit, parce que c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement difficile. Après, physiquement, sur les supports physiques, on peut avoir quelques idées, mais il y a une recherche approfondie à faire. Voilà. Alors sur la musique, c'est bien mieux. Sur la musique, ça va, mais après sur les textes, sur la plastique, là et sur les supports, sur les livres, sur les éditions de photos d'art plastique, des choses comme ça, c'est énorme. C'est énorme, et donc on a une estimation basse, mais qu'il faut qu'on affine. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que ce que nous proposons est possible et ne mettrait pas l'État en déficit, bien entendu, bien au contraire. Ça, c'est certain. Nous connaissons la fourchette basse des besoins, la fourchette haute. Disons, c'est entre 300 et 400 millions, c'est une population, par exemple, d'auteurs-créateurs qui augmente d'un coup, disons, 500 millions, et ces 500 millions sont largement couverts par l'assiette de prélèvement. Enfin, vous savez comment ça se passe pour les artistes vivants, et sûrement pour ceux jusqu'à 70 ans, vous connaissez les enveloppes, vous voyez à peu près ce qui peut se passer après. Et chaque année, quelque part, ça c'est l'eau ça mouille, le feu ça brûle. Chaque année, c'est un peu plus grand, hein, puisque chaque année, malheureusement, il y a son lot d'artistes. Donc, voilà, nous n'avons pas de chiffres exacts, mais des fourchettes qui nous permettent de penser raisonnablement, très raisonnablement, sans affirmer, bien entendu, mais penser très raisonnablement que notre assiette est amplement suffisante. Merci pour cette précision. J'ai quand même une question par rapport non pas au rendement, mais par rapport à la destination de la taxe. Les différents domaines que vous citez, c'est très large. La place du domaine public dans le cadre des exploitations commerciales n'a pas du tout la même place. Si vous prenez le cinéma, commencez à avoir des films qui en droit d'auteur tombent dans le domaine public, mais très sincèrement, ils ne sont pas premiers au box-office, que ce soit à la télévision, au cinéma ou en VOD. Donc le rendement, entre guillemets, d'une taxe sur l'exploitation commerciale d'œuvres cinématographiques tombées dans le domaine public, à mon avis, je ne sais pas du tout mesurer, hein, mais à vue de nez, ça ne va pas générer beaucoup. Sur la musique, c'est un peu différent parce que vous avez des supports de musique classique qui entraient des œuvres dans le domaine public et qui peuvent générer, mais c'est quand même pas non plus le gros des ventes, hein, que ce soit sous forme de vente support mais bon, il y a quand même un marché du domaine public. En revanche, j'imagine que sur les arts graphiques, où vous avez les impressionnistes qui sont dans le domaine public ou la littérature, là vous êtes sur des rendements beaucoup plus intéressants. Est-ce que vous envisagez, dans le cadre de la redistribution de la taxe, de cloisonner les différents secteurs d'activité ou pas? En disant, par exemple, je prends un exemple, s'il y a 200 millions de produits de la taxe qui vient du livre, ces 200 millions vont aider les artistes ou les créateurs d'œuvres littéraires. S'il n'y a que 10 millions sur l'audiovisuel, on va segmenter ou pas du tout? C'est quelque chose qui est décorrélé le rendement de la taxe par genre artistique vis-à-vis des bénéficiaires ou pas? C'est une question importante. Vous avez raison, elle est très importante, alors la réponse est non. Il n'y aura pas de corrélation, c'est un fonds de soutien à la création. Nous avons pu remarquer que chez les artistes créateurs, il y a une sociologie, et comme l'a dit tout à l'heure une membre d'un syndicat d'artistes plasticiens, la sociologie des artistes créateurs, c'est à peu près la sociologie d'un pays sous-développé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de classe moyenne. Il y a des gens très très pauvres qui, 90% représentent 10% des subsides et 10%, 45%. Voilà. Donc ça veut dire que c'est partout pareil. C'est partout pareil dans tous les domaines de création. Donc c'est quelque chose de solidaire, c'est une loi de solidarité, donc pour tout le monde, il faut qu'elle soit
effectivement universelle. Derrière, je vais vous donner quand même quelques chiffres. Je suis complètement d'accord avec vous sur votre secteur. L'assiette peut être conséquente à quelque part dans la musique, mais beaucoup moins dans le cinéma. Juste pour vous dire, les études qui nous ont été données hier, l'art plastique, l'année dernière, c'est 21 milliards. C'est-à-dire que c'est plus que l'industrie automobile, l'art plastique. Et dans tous les arts plastiques. Donc ça veut dire que dans tous les arts plastiques, on a beaucoup de gens dont les œuvres correspondent à notre assiette. Hein, c'est-à-dire que des gens qui sont morts depuis plus de 70 ans, et notamment dans l'art pictural. Donc à partir de ce moment-là, l'assiette de ce côté-là est très grande, elle est beaucoup moins grande dans le cinéma, bien entendu. Dans l'édition, elle est très importante aussi. Et donc, pour répondre à votre question, ce fonds se fera pas en corrélation des secteurs, mais se fera en solidarité pour tous les secteurs. Un créateur d'œuvres musicales ou cinématographiques pourra y prétendre au même titre qu'un créateur d'art plastique, même si son secteur n'a pas contribué à la hauteur. Voilà. Il ne faut surtout pas cloisonner. L'idée de cette loi, c'est de donner enfin un statut social à tous les artistes. Parce que dans votre secteur, il y a des intermittents du spectacle. Ils ont quelque part un statut social défini suivant des critères, avec des cachets, avec des nombres d'heures, et on peut très facilement calculer leurs droits ou des choses comme ça, ce qui est impossible chez les artistes plasticiens notamment. Et chez les écrivains, eh bien, souvent, ces droits sont intégrés dans le contrat d'édition. Donc c'est extrêmement difficile aussi. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, ce que gagnent les uns, les autres le perdent. Donc à un moment donné, cette proposition de loi est faite pour rétablir une espèce d'universalité, une espèce d'égalité dans la solidarité. Voilà. J'ai une dernière question. Parce que je trouve qui m'interroge, c'est les bénéficiaires. Vous savez qu'en droit social, dans la sécurité sociale, il y a différents statuts de l'artiste. Vous avez des artistes qui ont des contrats qui sont totalement assimilés à des salariés, qui ont généralement des CDI, c'est très peu. Hein. Mais par exemple, les gens de la Comédie Française ne sont pas des intermittents, ils sont employés à plein temps. Vous avez dans certaines organisations des artistes qui sont employés à plein temps. Vous avez ce qu'on appelle les artistes-auteurs. Les artistes-auteurs sont généralement des créateurs qui ont pour particularité de ne pas être au régime des intermittents. C'est très souvent le cas pour nos membres, quand ils n'ont pas d'activité parallèle d'artiste-interprète. Et puis vous avez des artistes du spectacle qui, eux, sont intermittents, qui exercent en tant que moyennant la réalisation de je ne sais plus combien d'heures, à peu près 500 par an, bénéficient de l'assurance chômage. Et dans l'un des critères, il y a justement la cotisation. Mais j'aurais voulu savoir à quelle catégorie, au sens juridique du terme, va bénéficier cette aide. Aux artistes-auteurs, aux artistes intermittents du spectacle, ou à ceux qui sont sous CDI. C'est important parce que les statuts ne sont pas les mêmes et les critères pour les évaluer ne sont pas les mêmes. Donc voilà, c'est une question importante. Aux artistes-auteurs, et c'est pour ça que cette nomenclature des artistes-auteurs au chapitre 1er doit vraiment être définie. Parce que, voilà, aux artistes-auteurs. Sinon, on tombe dans ce que vous avez dit. Voilà. Oui, aux artistes-auteurs, excusez-moi. C'est une aide à la création. C'est bon, écoutez, moi j'ai... Pour conclure, on n'a pas d'opposition du tout par rapport à cette proposition de loi. Enfin, elles ne préemptent pas leurs droits quand les œuvres sont encore protégées. Il y a un statut social précaire des artistes-auteurs qui bénéficient justement pas d'intermittence pour des raisons qui ne sont pas en tant qu'artistes-auteurs, ils peuvent en bénéficier en tant qu'artistes interprètes, en tant que salariés. Donc voilà, on sait très bien, vous avez raison, le constat que à peine 10% captent 90% de la valeur, on le voit, je dirais que c'est même plus loin des fois, on a une très petite classe moyenne,
On a quelques privilégiés, c'est normal, hein, ils ont du succès, ils le méritent, et énormément de gens qui ont moins du SMIC pour vivre en termes de valeur, hein, en termes de droits d'auteur. On voit très bien la SSM hein, sur nos membres. Donc, à partir du moment où on ne déshabille pas Paul pour habiller Jacques, j'ai aucune objection. Voilà, il y a 2-3 aspects techniques peut-être un peu à verrouiller pour être sûr du rendement de la taxe, pour éviter ces problématiques, mais il me semble pas du tout insurmontable.